Êtes-vous timide? Contes et légendes d'Alsace. Au café d'un petit hôtel, fort avenant, en face d'un délicieux paysage alsacien, composé de vignobles, de montagnes et d'un vieux château ruiné, trois bons Français attendaient le train en causant. À peu près du même âge, tout à fait de même humeur et de professions fort diverses, ils avaient tout pour s'entendre. L'un était professeur à une faculté de médecine, l'autre littérateur, le dernier peintre. Ils achevaient un voyage dans les Vosges, lequel avait été pour eux une sorte de révélation. De quoi causaient-ils? De la timidité dans l'espèce humaine. Tout à l'heure, comme il demandait un renseignement à un petit garçon de mine éveillée, l'enfant répondit quelques mots presque inintelligibles. Ils en avaient conclu que ce jeune Alsacien savait très mal le français. Le même enfant, rencontrant un de ses camarades, avait parlé avec lui le français, non sans un accent local assez prononcé, mais sans la moindre faute. Mieux encore, en passant devant les trois Français, il avait élevé la voix afin de les renseigner au moins sur son propre compte. « Entendez-vous, ce gamin-là parle français comme père et mère » disait le peintre André. « Et sa timidité, » ajoutait le militaire à Jacques, « s'est évanouie. » La timidité, conclut le médecin, n'est que contradiction. Elle se jette à travers nos plans les plus arrêtés et les embrouille. Un jour, j'ai été appelé près d'une jeune femme, très souffrante, de désordre au cœur. Elle voulait un certificat attestant qu'il lui était impossible de paraître à son théâtre le soir même. Pour être engagée à ce théâtre, objet de toutes ses ambitions, elle n'avait reculé devant aucun effort, ni aucune dépense. Or, au moment de débuter, bouleversée par l'épouvante, elle n'avait qu'un but, retarder ce moment. De là, ces extraordinaires palpitations. Une fois le certificat signé, elle me dit « Si vous me l'aviez refusé, je me serais fait briser un bras en me jetant sous une voiture. » Elle le sait, la timidité s'associe très bien à l'héroïsme. « Assurément, prononça Jack. J'ai recueilli sur ce point une édifiante observation. À une soirée où je fus invité un petit violoniste, il arriva vêtu de son mieux et tremblant. La maîtresse de la maison lui fit d'abord son sourire de cérémonie. Il salua, puis alla, d'un pas un peu oblique, se cacher dans un coin du salon. Bientôt, après, on me demanda de dire une pièce de vers. On insista, si longuement que je cédai. Je consentis à être pour 4 minutes le monsieur en habit noir qui dit ses vers, debout, contre une cheminée. Le rôle est terrible. Les invités s'étaient assis sur les sièges placés à leur portée. Mais il n'y en avait aucun près de notre violoniste. « Asseyez-vous, monsieur, je vous prie » murmura la voix aimable de la maîtresse de maison. N'osant pas répondre qu'il n'avait pas de siège, osant moins encore chercher à travers le salon, il feignit de s'asseoir contre le mur, sur un nombre de fauteuils, sur une idée de divan, sur une absence de chaise, sur rien du tout. Et il demeura là, accroupi, tranquille, discret, attentif, hochant la tête au bon endroit. Ma pièce s'abrégea excessivement, comme on peut croire. Par malheur, l'assistance ne se leva pas, au signal de la dernière rime. La conversation s'engageait. Pour l'humble martyr, le supplice devenait intolérable. Des crampes, je le sentais, tordait ses jambes et crispait ses mains. Mais quoi? Il n'avait pas le courage de se dresser seul parmi cette foule assise. Tu étais impertinent, tu étais imprudent aussi, puisqu'on aurait reconnu que jusque-là il avait siégé sur du néant. Or, les timides ont une peur qui domine tout, celle d'être pris en flagrant délit de timidité. Je le regardais. Faut-il tout avouer? J'éprouvais en même temps l'envie folle, l'absurde tentation de m'approcher de la victime et de lui demander à emprunter son siège. Ce que je vous dis pas, c'est que moi-même, en récitant avec les envers, j'avais eu tout à coup la sensation de l'abîme, le trou, comme on dit, en matière de trac. Je remettais ma meilleure strophe et massacrais misérablement le plus beau vers. Mon petit violoniste, lui du moins, s'il avait été mal assis, n'avait pas mal joué. Le peintre André trempa ses lèvres dans un petit verre d'eau-de-vie. Arôme parfait, on croit respirer un verger plein de fruits par une brûlante soirée de septembre. Puis il s'écria, moi je sais exactement ce que m'a coûté ma timidité. À mon début dans la vie parisienne, 100 francs, mon premier billet de banque que j'eusse gagné. On m'avait payé 100 francs, une pochade. C'était un encouragement de haut prix. Je passais une nuit pleine de rêves dorés. Hélas, le lendemain, quand je voulus revoir mon billet, plus de billet. Je l'avais pourtant enfoncé avec soin dans la poche de mon veston. Comment s'était-il envolé? Je me rappelais avoir tiré de cette poche quelques billets, ou peut-être sur l'impériale de l'omnibus qui, du quartier latin, m'avait ramené chez moi. Mais avant de prendre l'omnibus, j'avais fait dans un café. C'était le café de La Fontaine, près du grand café des Oiseaux. L'emploi de mon temps reconstitué, il ne me restait plus qu'à faire à la police la démarche de rigueur. À l'employé, assis derrière son guichet, je racontais comment j'avais tiré des papiers de ma poche sur l'impériale de l'omnibus. À quel endroit du parcours? J'indiquais l'endroit approximativement. Je signalais en outre ma halte dans un café. Lequel? Là-dessus, ma langue fourcha. Au lieu de répondre le café de La Fontaine, je répondis par erreur d'un ton ferme et décidé le café des Oiseaux. L'employé consulta un registre. Café des Oiseaux? Non, on n'a pas trouvé de billet de banque au café des Oiseaux. Tiens, on a trouvé un au café de La Fontaine.
Puis, relevant ses lunettes, il dit tout haut. « Espérons, monsieur, qu'on retrouvera également celui du Café des Oiseaux. Donnez-moi votre adresse. » Je lui ai donné mon adresse. Vous devinez de quel cœur désespéré. Ah, certes. J'aurais dû lui déclarer nettement, « Monsieur, c'est un lapsus. J'étais au café de La Fontaine et ce billet est le mien. » Mais je craignais que l'employé ne pensât, « Ce monsieur André, ne doute rien. Si je lui avais dit n'importe quel autre nom de café, il aurait répondu, « Excusez-moi, c'est là que j'étais hier. » Certes, j'aurais pu justifier mon assertion par des témoignages. Peut-être le garçon qui m'avait servi un verre de bière m'aurait-il reconnu, mais la timidité m'étreignait la gorge. Pour 1000 louis, je n'aurais pas articulé un mot. Mes pauvres 100 francs étaient bien perdus. Je ne suis jamais passé devant le café de La Fontaine, ni devant son fâcheux voisin, le café des Oiseaux, sans revivre cette scène burlesque de ma 20e année, car j'avais exactement 20 ans en ce printemps de 1880. Oui, 1880, le 14 avril. En entendant ces mots prononcés près de lui, André se retourna brusquement. Qui parlait ainsi? C'était le propriétaire de l'hôtel, brave homme, à la figure ronde et rose, à la barbe drue et grise, aux gros yeux bleus et doux, qui venait d'écouter si sympathiquement causer ces messieurs, et qui leur demandait pardon de son indiscrétion. « Vous êtes tout pardonné, répondit André, mais dites-moi de grâce, comment vous connaissez mieux que moi ce menu détail de ma biographie? Avez-vous été employé à la préfecture de police? » « Non, monsieur, je n'ai pas eu cet honneur, mais j'ai été garçon de café. C'est moi qui vous ai servi un verre de bière au café de La Fontaine le 13 avril 1880. Depuis longtemps, j'économisais à peu près tout ce que je gagnais pour m'établir au pays, où je pouvais revenir librement, étant réformé à cause de ma mauvaise vue. Je rapportais votre billet à la préfecture. Il devait m'être rendu au bout d'un an, s'il n'était pas réclamé. N'en ayant pas eu de nouvelles durant 3 ou 4 mois, et pensant bien que s'il avait été réclamé, son possesseur m'aurait donné signe de vie, je me dis, je retournerai au pays le 14 avril prochain dans la soirée. Dans la matinée, j'irai à la préfecture, voir ce que mon billet, notre billet, est devenu. On me le remit, et il me fut extrêmement utile. J'élevais plus haut mon ambition. Au lieu d'une petite brasserie, je pris ce modeste hôtel que je payais en 6 ans. Maintenant, monsieur, conclut d'un air embarrassé le brave homme, en se dirigeant vers sa caisse, permettez-moi. Qu'allez-vous faire, dit André, timidement, penseriez-vous me rendre un argent dont le sacrifice fait, je n'ai eu nul besoin? Vous trouverez bien un brave garçon à qui cette somme fera grand bien. Mais voici notre train qui entre en gare. Les 3 amis serrèrent à l'envie la main du digne hôtelier. Depuis lors, le 13 avril de chaque année, André reçoit une bouteille d'eau de vie, si fine et si parfumée et si délicate qu'il y respire un paradis retrouvé. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.